Alors, petite vidéo pour corriger l'activité que je vous avais donnée d'écrire un mouvement dans le chapitre mouvement et interaction 2. Il s'agit en fait de regarder un petit peu toutes les bases de la mécanique, bases que normalement vous devriez connaître, hein, puisque normalement c'est étudié au collège, en second. Cela dit, c'est jamais inutile de regarder, de revoir tout ça. Donc on y va. Alors, ici, on parle de choix des références. Modèle du point matériel, ça c'est important. Le point matériel, c'est vraiment un concept, parce qu'un point, en maths, ça n'a pas de dimension. Donc comment on pourrait parler de point matériel? En physique, oui, on parle de point matériel. Alors, en gros, c'est, par exemple, ici, vous avez le mouvement réel de la pierre, d'une pierre qui est lancée. Voilà, ici. En fait, cette pierre, elle peut tourner sur elle-même. Mais on ne s'intéresse qu'à un seul point particulier, le centre de gravité, le point G. Ce qui fait que, voilà, c'est ça un point matériel. C'est-à-dire c'est comme si toute la matière de la pierre était concentrée sur ce centre de gravité, ce qui est un peu le cas finalement pour certains phénomènes. Et donc on s'intéresse qu'à ce point. Voilà. Donc ça c'est vraiment un concept très important en physique. On parle de mécanique du point. Et à contrario, il y a aussi la mécanique du solide. Pensez bien que la mécanique du solide est plus compliquée que celle du point. 1.2, qu'est-ce qu'un référentiel? Alors, une notion très très importante. Alors d'abord on va parler de trajectoire. La trajectoire d'un objet en mouvement ou mobile est le nom de la ligne que parcourt cet objet lorsqu'il se déplace. Ici à gauche on a une trajectoire qui est une courbe. On va qualifier ce genre de trajectoire de curviligne. Celle-ci à droite, eh bien, vous voyez que la trace laissée par le skieur est rectiligne, quasiment rectiligne. On va parler de trajectoire rectiligne. Si une trajectoire n'est pas rectiligne, c'est qu'elle est curviligne. Même si elle est circulaire ou elliptique. C'est-à-dire que curviligne, ça peut être aussi fermé. Alors, exercice numéro 1 de cette activité. La Terre tourne autour du Soleil en 365,2422 jours, c'est précis, sur une trajectoire quasiment circulaire. La Lune accompagne la Terre dans son mouvement autour du Soleil en effectuant un tour autour de la Terre en 27,3216 jours. Petit a, donner l'ordre de grandeur en jours de la durée d'une année sur Terre. Voilà, facile, 365 jours. Ordre de grandeur, hein, donc on arrondit. Petit b, déterminer en secondes la période de révolution de la Lune autour de la Terre. Bon, là c'est juste pour voir si vous savez convertir. Donc la réponse, on prend le nombre de jours précis, on multiplie par 24, parce que journée, et 3600 secondes dans une heure. Donc on trouve 2 360 586,24 secondes. Voilà, tout ça. Petit c, si on se place au centre de la Terre, quelle est la trajectoire de la Lune que l'on observe? Eh bien, par rapport à la Terre, la Lune décrit un cercle, hein, trajectoire circulaire. Bon, ça, je pense que ça, c'est évident pour tout le monde. On se place au centre de la Terre. Si on observe la Lune, on voit qu'elle tourne autour de la Terre, donc elle décrit un cercle. Trajectoire circulaire. Trajectoire curviligne fermée qui est circulaire. Question suivante, même question si l'on se place au centre du Soleil. La réponse, par rapport au Soleil, la Lune décrit une ligne complexe, en forme de fleur, trajectoire curviligne complexe. Évidemment, si on se place au niveau du Soleil, en fait, la Lune est entraînée par la Terre. Donc elle tourne autour de la Terre, mais la Terre bouge aussi. Donc vous voyez que la trajectoire est beaucoup plus complexe. Petite e, peut-on alors dire qu'un objet en mouvement n'a qu'une seule trajectoire absolue? Eh bien non. Un objet en mouvement ne décrit pas une trajectoire absolue. Il n'y a pas une seule trajectoire.
Et donc en fait, il faut préciser le référentiel d'étude par rapport à la Terre, par rapport au Soleil. C'est cette notion de référence qui est importante dans le mouvement. À retenir, hein, très très important, l'endroit où l'on se place pour étudier le mouvement d'un objet est appelé le référentiel. Le référentiel que représente tout objet immobile à la surface de la Terre est appelé référentiel terrestre. J'insiste bien sur le fait qu'il doit être immobile par rapport à la Terre. Le référentiel placé au centre de la Terre est appelé le référentiel géocentrique. Et si on prenait le Soleil comme centre du référentiel, on aurait un référentiel héliocentrique. Alors, conseil, vous ne pouvez pas commencer un exercice de mécanique sans préciser au préalable le référentiel d'étude. C'est super important cette histoire de référentiel. Alors, voyons un peu l'exercice 2. Une personne est assise dans un train lorsque ce dernier démarre et quitte lentement la gare vers le nord. Elle a alors l'impression que c'est la gare qui démarre et qui se déplace vers le sud. On a tous eu cette impression dans un train ou un autocar aussi. Petit a, la personne est-elle en mouvement dans le référentiel du train? Non, la personne est assise sur le même siège du même wagon. Petit b, est-elle en mouvement dans le référentiel de la gare? Oui, la personne voit la gare bouger, donc elle est en mouvement. Petit c, la gare est-elle en mouvement dans le référentiel du train? Oui, la personne dans le train voit la gare bouger, donc finalement, quelqu'un qui serait sur le quai de la gare, il verrait le train bouger. Donc la gare est en mouvement dans le référentiel du train. Petit d, la gare est-elle en mouvement dans le référentiel terrestre? Bah non, la gare de Saint-Amand par exemple est fixe sur la Terre. Donc finalement, dans le référentiel terrestre, la gare ne bouge pas, il est immobile. Petit e, expliquez l'impression bizarre perçue par le voyageur lors du départ. En fait, le mouvement est relatif. Il dépend du référentiel. C'est ce qu'on appelle la relativité galiléenne. Et Galilée qui avait dit cette phrase, le mouvement est comme rien. Voilà. C'est-à-dire qu'il faut, on ne peut pas être en mouvement ou immobile de façon absolue. Hein. Il faut forcément dire par rapport à quoi. Pertinence des échelles. Le kilomètre est à la fois une longueur grande et petite. Donc en fait ça dépend du système que l'on étudie. Si par exemple on est si c'est pour étudier une balle de basket sur un terrain de basket, le kilomètre c'est vachement grand. Mais si on veut étudier le mouvement des étoiles ou des galaxies, c'est peut-être une longueur trop petite, quoi, une unité trop petite. Donc voilà, donc il faut faire un choix judicieux des unités qu'on doit utiliser. L'exercice 3. Alors choisir parmi les échelles proposées s'y compte les plus judicieuses pour étudier le mouvement d'une comète. Le mouvement d'une comète, c'est assez évident, donc ça va être l'année et l'unité astronomique. L'exemple, la comète de Halley, hein, c'est une des comètes les plus connues. Sa période est de 75 ans. Donc sa période, ça veut dire qu'elle tourne autour du Soleil. Elle fait un tour complet autour du Soleil en 75 ans. Donc moi je me rappelle, elle est passée tout près de la Terre en 1986. Voilà. Et elle va repasser finalement 75 ans plus tard, donc elle n'est pas encore repassée depuis. Son périhélie est de 81 à peu près, 88 on va dire, 88 milliards de mètres. Donc on voit bien que c'est ni le mètre ni le kilomètre, mais on va utiliser une unité astronomique. Alors l'unité astronomique, elle correspond approximativement à la distance entre la Terre et le Soleil. On prend notre référence Terre-Soleil, c'est notre référence, c'est à peu près 150 millions de kilomètres. Le périhélie, on reviendra dessus, le périhélie c'est l'endroit de la trajectoire qui est le plus proche du Soleil. Voilà.
Petit b, le mouvement de la Lune dans le référentiel géocentrique. Donc géocentrique, on se place au centre de la Terre et on regarde la Lune, on avait dit que c'était un cercle. D'accord. Donc pour étudier ce mouvement de la Lune, quelles sont les unités de temps et d'espace les plus judicieuses? On choisirait le jour et le kilomètre. Effectivement, la période c'est 27 jours, donc ça convient très bien les jours. Et puis la distance lunetaire c'est 384 400 km. Donc les kilomètres ça reste encore raisonnable. Disons que le nombre qu'on obtient il est raisonnable. Donc jour et kilomètre pour la Lune. Le mouvement d'un train sur une montagne russe. Ah, le mouvement d'un train sur une montagne russe. Donc j'ai été chercher une photo de montagne russe et apparemment, d'après ce que me dit Google, ce serait finalement le plus haut. Ça se trouve au Japon. Donc la hauteur des 43 mètres, hein, c'est le plus grand roller coaster en anglais au Japon. Et donc le mètre c'est tout à fait judicieux. Et au niveau du temps, ça va de la seconde à l'heure. Bon, j'avoue que finalement, on va pas faire un tour. Un tour, ça peut durer peut-être, je sais pas moi, 3 minutes, disons un quart d'heure par exemple. Mais il peut y avoir aussi des mouvements qui durent quelques secondes. Quand on est tout en haut et qu'on est lâché, il y a des démarrages qui durent quelques secondes. Bon, voilà. Donc c'est pour ça que j'ai mis de la seconde à l'heure. L'heure plutôt en fraction d'heure. Ce serait plus judicieux. Et le mouvement d'une flèche lors d'un tir à l'arc. Alors, le mouvement d'une flèche lors de tir à l'arc, moi je dirais le millimètre et la seconde. Alors, la seconde, la flèche, c'est au démarrage, lors du tir, je parle du tir. Donc c'est en quelques fractions de secondes, quelques secondes. Et puis finalement, oui, les mouvements là, au niveau de la flèche, quand on bande l'arc, c'est des déplacements qui peuvent se mesurer en millimètres. Ça va tellement vite que voilà. Ce seraient les unités judicieuses. Petit 2, description du mouvement. Donc là, on arrive au vif du sujet. Exercice 4, une pomme tombe d'un arbre. On veut connaître sa trajectoire dans le référentiel terrestre. Voilà, référentiel terrestre. Petit a, quels objets sur l'image ci-contre peuvent servir de référentiel terrestre? Pourquoi? Alors, si vous vous souvenez bien, là, ça peut être l'arbre, la fleur, le sol, ils peuvent servir de référentiel terrestre. Pourquoi? Parce qu'ils sont immobiles par rapport à la Terre. Référentiel terrestre, il faut que l'objet soit immobile. Petit b, un piéton qui passe en observant la pomme tomber peut-il aussi servir de référentiel terrestre pour cette étude? C'est immédiat, un piéton est en mouvement par rapport à la Terre, il n'est pas judicieux de le prendre comme référentiel terrestre. D'accord? Voilà, on peut, mais l'étude serait plus compliquée. En tout cas, c'est pas un référentiel terrestre au sens où on l'a défini. On pourrait très bien étudier par rapport à cet observateur en mouvement, mais ça compliquerait les choses. Petit c, quelle est la trajectoire de la pomme dans un référentiel terrestre? Cette trajectoire dépend-elle du référentiel terrestre choisi? Alors, est-ce que vous avez une idée? Je vous laisse réfléchir. La trajectoire de la pomme par rapport au référentiel terrestre est rectiligne, une droite verticale, quel que soit l'observateur, pourvu qu'il soit fixe dans ce référentiel. Donc, vous pouvez vous placer sur la fleur, vous pouvez vous placer au sol, sur l'arbre, eh bien ça serait une droite verticale. Voilà. Tout le monde observerait le même mouvement. Définir le mouvement d'un système, c'est décrire sa trajectoire et la manière dont évolue la vitesse sur cette trajectoire. Donc on va aborder la notion de vitesse. La trajectoire, on l'a vu. Vitesse. Petit d, la pomme garde-t-elle une vitesse constante lors de sa chute par rapport au sol? Non. La vitesse de la pomme change, elle accélère. Ah oui, elle part au départ, avant qu'elle soit lâchée, elle a 0. Et ensuite, quand elle arrive au sol, elle a sa vitesse maximale. Donc en tout cas, elle a changé. Donc non, elle n'est pas constante. Petit e, définir alors le mouvement de la pomme dans le référentiel terrestre. Le mouvement est rectiligne, trajectoire rectiligne, et accéléré.
on se doute bien qu'en fait la vitesse ne cesse d'augmenter. Donc rectiligne accéléré. Petit f, définir dans le référentiel terrestre la trajectoire d'un TGV roulant en ligne droite et à vitesse constante. Même question dans le référentiel du TGV. Dans le référentiel terrestre, on aurait un mouvement rectiligne uniforme. Uniforme, c'est-à-dire que la vitesse ne change pas, vitesse constante. Le compteur de vitesse, il est bloqué. Et dans le référentiel du TGV, dans le référentiel du TGV, il est immobile. Petit g. Quel est, dans le référentiel terrestre, le mouvement d'un cheval de bois sur un manège qui démarre? Et quelle est sa trajectoire? Facile. Dans le référentiel terrestre, mouvement circulaire, accéléré au démarrage. Au démarrage, c'est accéléré. Puisqu'il part de 0 et il va obtenir une vitesse, donc il accélère. On parle bien du démarrage. Trajectoire circulaire, et sa trajectoire va être circulaire. Question suivante, donc la H. Quelle est la trajectoire de la Terre dans le référentiel héliocentrique? Quel est dans ce même référentiel son mouvement? Dans le référentiel héliocentrique, la trajectoire est circulaire et son mouvement est donc circulaire uniforme. Uniforme va toujours à la même vitesse. Et enfin, petit i, la dernière question, quelle est la trajectoire d'une balle de basket lors d'un lancer franc piège? Dans le référentiel terrestre, la trajectoire est curviligne. En fait, voilà, elle est curviligne en fait. Hop, elle fait donc, elle n'est pas droite, donc on a dit qu'elle était curviligne. Et on peut même préciser la trajectoire. Là, c'est une parabole. Là, c'est une parabole. À retenir donc, le mouvement d'un mobile définit la nature de sa trajectoire, rectiligne ou curviligne, et la façon dont sa vitesse varie sur cette trajectoire, uniforme ou variée. Donc définir un mouvement, c'est parler de sa trajectoire et de sa vitesse. De sa variation de vitesse, uniforme ou variée. Variée, ça peut être accéléré ou ralenti. Alors, exercice 5, on a repéré la position du centre de gravité d'un mobile à intervalle de temps régulier. Très très important, ça c'est toujours à intervalle de temps régulier. Les points, d'accord, sont séparés par différentes distances. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que ces points, ils sont tracés à intervalle de temps régulier. C'est-à-dire que ça va directement nous donner la notion de vitesse. Donc, dans le premier, par exemple, nommer chacun de ces mouvements. Donc, il faut essayer de définir sa trajectoire et de parler de sa variation de vitesse. Eh bien, le premier, c'est assez évident. Alors, on va donner les trois. Petit 1, rectiligne uniforme. Bon, ça, c'est évident. Rectiligne, c'est suivant une droite. D'accord. Uniforme. Alors, uniforme, parce qu'en fait, entre ce point-là et ce point-là, ce point-là, ce point-là et ce point-là, ils sont tous à la même distance. Et le temps qui sépare les deux points sont aussi égaux. Donc en fait, la vitesse ne change pas. Voilà pourquoi on dit uniforme. Ici, il est rectiligne. Hein, la trajectoire est rectiligne, c'est une droite. Et en fait, pendant un même temps, ici il fait une grande distance, alors que pendant le même temps, il fait une plus petite distance. Si pendant un même temps, vous faites moins de distance, ça veut dire que vous allez moins vite. Donc c'est ralenti. Ici, c'est un mouvement curviligne, uniforme, parce que finalement la distance qui sépare les deux points sont égaux. Donc c'est vraiment important là, de bien comprendre, parce que ce ne sera pas toujours écrit en fait. Dès que vous avez ce genre de chronophotogramme, eh bien c'est forcément un intervalle de temps régulier qui se sera précisé dans l'énoncé. Mais on ne vous rappellera pas que c'est un intervalle de temps régulier. Pas toujours. Alors, 3. Vitesse d'un système, définition de la vitesse moyenne. Bon, ça c'est la définition d'une vitesse que vous connaissez depuis longtemps, hein, qui est vue et revue. Donc la relation
qui permet de calculer la vitesse v d'un objet, c'est v égale d sur delta t. Donc je rappelle le delta t qui pose souvent problème. Le delta en physique c'est une variation. Donc delta t c'est entre deux instants, entre t2 et t1. C'est t2 moins t1. Voilà. Je pars de chez moi à telle heure, j'arrive à tel endroit à telle heure. La différence des deux instants c'est finalement une durée delta t. Alors, un avion de ligne parcourt 1850 km en 2,0 heures. Combien de kilomètres a-t-il parcouru en une heure? Bon, ça c'est évident. Voilà, je donne toutes les réponses, mais bon, vous auriez, si vous voulez vous entraîner, savoir si vous êtes OK ou pas. D'accord? Bon, ça je passe assez vite. L'important c'est la définition et savoir l'utiliser. Alors, représentation vectorielle de la vitesse. Alors là, c'est quelque chose vraiment de nouveau. La vitesse en physique, c'est pas juste de savoir combien de kilomètres par heure ou mètres par seconde. C'est un vecteur. Alors, en 1682, Edmund Halley découvre la comète peu spectaculaire qui devait plus tard porter son nom, la fameuse comète de Halley. Il fut également le premier à s'interroger sur les conséquences d'une collision d'une comète avec la Terre. Jusqu'au XVIIe siècle, les comètes, au cours apparemment erratique ça veut dire hasardeux, quoi. On ne sait pas quand est-ce qu'elle va passer, s'il y en a eu une ou pas, à l'apparition imprévisible, à l'aspect spectaculaire et rapidement changeant, étaient considérés avec crainte et superstition comme des présages néfastes et annonciateurs de grandes catastrophes. Effectivement, on parle de la queue de la comète, hein, mais en fait, cette queue, elle n'apparaît que lorsqu'elle s'approche du Soleil. Et cette queue, elle est toujours dirigée en dehors de l'axe Terre-Soleil. Donc ça paraissait quand même un phénomène vachement étrange dans le ciel. On pourrait considérer que c'était comme un ovni, quelque chose qui venait des dieux, enfin tout ça, toutes les superstitions. Mais à cette époque, on comprenait enfin, grâce notamment aux travaux de Johannes Kepler, ici Isaac Newton, on reconnaît bien, et Edmund Halley, que le mouvement apparemment étrange des comètes sur la voûte céleste obéit en réalité aux mêmes lois que le mouvement des planètes. Dans le cas des comètes, l'ellipse est simplement beaucoup plus allongée, plus excentrique que celles qui sont parcourues par les planètes. Donc ça c'était la page culturelle. Ici, donc on arrive à un exercice déjà un peu plus intéressant. Exercice 7. Une unité astronomique, UA, est la distance qui sépare la Terre du Soleil. Sa valeur est égale à 150 millions de kilomètres. On a vu ça tout à l'heure, c'est quelque chose qu'il faut facilement retenir, quoi. Alors, petit 1, étude des orbites. L'orbite, c'est la trajectoire d'une planète, ici, de la comète, autour du Soleil notamment ici. Alors, première question 1A, quel est le nom précis de la trajectoire d'une comète dans le référentiel héliocentrique? Et c'est pareil pour la Terre. Alors, la réponse, on va tout de suite la mettre et on va la commenter. Donc, la trajectoire est une ellipse. Ça s'appelle une ellipse. C'est un ovale en fait. Et donc, on appelle ça une trajectoire elliptique. Il y a par exemple des vélos elliptiques. Pour la Terre, c'est une ellipse aussi, mais quasi circulaire. Donc, elle est moins allongée. Vraiment, vraiment moins allongée. Alors, la grandeur qui mesure cette ovalité, c'est un nouveau mot que j'ai inventé, ça, je pense. C'est l'excentricité E. Et donc ici, pour information, pour la culture, ici en mathématiques, on a les courbes qui forment les coniques en fait. C'est la famille des coniques. Donc vous avez l'ellipse qui a une excentricité en fait inférieure à 1. Si son excentricité vaut 0, c'est un cercle. Si l'excentricité de la courbe est égale à 1, c'est une parabole. On a vu la parabole pour le lancer franc pour le basket. Si c'est supérieur à 1, c'est une hyperbole. On pourrait croire que c'est comme une parabole, mais c'est beaucoup plus allongé, enfin comme ça. Et la droite, c'est excentricité infinie. C'est comme si on tordait finalement de plus en plus la courbe.
Ah, voilà, comme ça c'est juste comme ça pour la culture. Question suivante. En ce moment, la comète est-elle le plus proche du Soleil que de la Terre ou plus loin? On regarde tout de suite l'orbite. Bah, on voit que ici en 2020 c'est ici. Donc en fait, on est à l'endroit le plus éloigné du Soleil. L'endroit le plus proche, c'était ici en 1986. Voilà. Alors au niveau de l'orbite, il y a deux points particuliers. Il y a le plus proche et le plus loin. Le plus loin, c'est ce qu'on appelle l'aphélie. Le plus proche, c'est le périhélie. Voilà, le contraire, c'est périhélie en 2061. On va voir ça. Question suivante. Bah voilà, c'est ça, un C. En quelle année la comète est-elle le plus facilement visible depuis la Terre? On comprend que ça va être ici, quand elle est plus proche. Donc elle a été vraiment bien visible en 86 et elle sera de nouveau visible 75 ans plus tard. D'accord, le temps que ça fasse un tour. Voilà, en 2061. Alors moi je me rappelle, 1986, qu'on parlait qu'elle passait. Alors, par contre, je me souviens pas, je pense pas qu'on pouvait la voir vraiment à l'œil nu. Il fallait peut-être quand même une paire de jumelles, il me semble, je me souviens plus très bien. Mais disons qu'on pourra l'observer de nouveau en 2061. Question suivante. Donc c'est la... Ah, bon, on va passer au calcul de la vitesse. Alors, calcul d'une vitesse de la comète. Alors ça, c'est un exercice type qui va nous servir pour le chapitre et puis aussi pour l'année prochaine en terminale. Voilà, c'est toujours la même chose. Donc on a, première chose, à l'aide du schéma, déterminer l'échelle suivante, 1 cm sur le papier, c'est combien d'unités astronomiques en vrai? Alors, une unité astronomique, on sait que c'est 1,5 fois 10 puissance 8 km, c'est la distance Terre-Soleil. Alors, comment on va faire? C'est qu'on va mesurer sur le dessin la distance Soleil-Terre, d'accord, sur le dessin, et puis on aura une certaine mesure que j'ai appelée DD, d'accord, distance dessin, en fait, DD. Et donc, je sais que j'aurai autant de centimètres, ça vaudra une unité astronomique. Donc, par un simple calcul, 1 cm sur le papier, on saura exactement à combien d'unités astronomiques cela correspond. Alors, voilà concrètement comment on fait. Voilà, vous voyez, j'ai détaillé. Donc, je prends ma feuille et je mesure avec une règle la distance entre le Soleil et la Terre. Bon, grosso modo, j'ai dit que j'avais 2 cm ici. Alors attention, si vous avez fait l'exercice, vous n'allez peut-être pas tomber sur 2 cm, parce que moi j'ai fait une copie d'écran, j'ai peut-être agrandi, voilà. Mais en tout cas, vous aurez quand même le principe, donc vous pourrez vérifier que vous avez bon. Puis si vous me l'avez envoyé, moi je pourrais voir à peu près si c'était ça. Donc ici on mesure 2 cm. Du coup, rappelez-vous, on en faisait 1 sur DD et on avait la valeur en unité astronomique pour 1 cm. Donc ici ce sera 1,5 unité astronomique. Une demi-unité astronomique pour 1 cm. La question 2B. Alors montrer que la vitesse de la comète change tout au long de sa trajectoire et définir le point où cette vitesse est la plus grande. C'est une question qui vous a posé problème. Moi j'ai eu quelques mails où vous m'avez carrément dit oui la 2B, je comprends pas, etc. Donc c'est bien de me donner les mails. Comme ça je sais exactement où il faut insister. Et donc voilà, en fait vous allez voir, c'est tout bête, tout bête, tout bête. Il faut juste y penser. Comment montrer que la vitesse change? Ben regardez, je vais lire la réponse, puis voilà. De 1990 à 2000, vous voyez, 1990 à 2000, ça correspond à 10 ans. Et bien sûr, c'est 10 ans. La distance parcourue est beaucoup plus grande que celle qui est parcourue ici sur la décennie suivante. C'est-à-dire en 10 ans, elle fait moins de trajets. Et ici, les 10 années suivantes, elle va encore faire moins de trajets. Donc si pendant le même temps, elle fait moins de distance, c'est qu'elle va moins vite. La vitesse change. Il est clair que près du Soleil, en fait, la vitesse est plus grande ici. Donc en fait,
Ici, elle va très vite, elle ralentit, donc elle va de plus en plus doucement, une fois qu'elle est là, tout ça. Et tout doucement, elle va réaccélérer. En fait, sa vitesse est beaucoup plus grande tout près. Alors, question 2C, préciser la date des positions M2, M3, bon, 1988 et 1989. 87 ici, 88, 89, M2, M3. Question suivante. Alors, calculer la D. Calculer en unités astronomiques par an la vitesse moyenne notée V2 de la comète entre 1988 et 1989. Convertir cette vitesse en kilomètres par seconde. Alors, kilomètres par seconde, on y va. Donc, pour calculer la vitesse, il faut connaître la distance parcourue entre M2 et M3. Je prends la règle et je mesure bien une distance d'à peu près 3,5 cm sur le papier, sur le dessin. Or, je connais tout à l'heure, on a déterminé une échelle, ça correspond à une certaine, 1 cm correspond à une demi-unité astronomique. Enfin, dans notre cas ici. Donc M2, M3, c'est 3,5 cm et ça correspond finalement à 3,5 fois 1 demi unité astronomique. Bon, le égal finalement, il faudrait peut-être pas le mettre, il faudrait peut-être mettre une flèche qui correspond. Bon, tant pis. Et donc ça correspond à 1,75 unités astronomiques que je convertis en kilomètres. Voilà. Donc j'ai ici M2, M3 en unités astronomiques et en kilomètres. Delta T. Eh ben, en fait, delta T, eh bien, c'est un an, hein, puisque c'est 88, 89. Donc c'est écoulé un an que on mesure en secondes. Bon, ça, on a eu un exercice où on savait le faire. Et donc, on peut avoir finalement une vitesse 3 ici. C'était V2 ici, j'ai mis un 2, qui est égal à 1,75 unités astronomiques par an. Et la vitesse, si on calcule, on trouve 8,32 km par seconde. Donc en une seconde, 8,32 km. C'est quand même assez vite. Alors, question E et F. Que peut-on dire de l'intervalle de temps utilisé pour calculer V2 au regard de la durée totale de la révolution de la comète? En fait, un an, d'accord, c'est une petite durée par rapport aux 75 ans que met la comète pour faire un tour, une période de révolution. Donc en fait, cette vitesse V2 va être requalifiée. Comment peut-on alors requalifier cette vitesse V2? On va la requalifier non pas de vitesse moyenne, mais on va l'appeler vitesse instantanée, en fait, en M2, à la date de 1988. Alors, cette notion de vitesse instantanée et de vitesse moyenne est très très importante. La vitesse moyenne, donc, ça se calcule, hein, on prend la distance parcourue, on divise par le temps mis pour parcourir cette distance. Si ce temps devient de plus en plus petit, on va arriver à cette notion de vitesse instantanée. Bon, concrètement, dans une voiture, quand vous regardez la vitesse sur un compteur, voilà, au moment où vous posez le regard sur le compteur de vitesse, vous voyez une vitesse, par exemple, je sais pas moi, 60 km/h, c'est à l'instant T. C'est une vitesse instantanée. Ça ne garantit pas que vous allez tout le temps rouler à cette vitesse. Donc il y a bien une notion de vitesse moyenne et de vitesse instantanée. Donc là, ce qui est important à comprendre, c'est que une vitesse instantanée, ça peut se calculer comme une vitesse moyenne à condition qu'on prend des instants très courts. Enfin, une durée très courte. Donc des instants qui se rapprochent. Alors, dernière question, là, j'ai de la même manière estimé la vitesse instantanée de la comète en ce moment. Donc en ce moment, en 2020, d'accord, elle est donc ici. On va faire le même travail, hein, mais par rapport à cette zone ici. Donc voilà, j'agrandis ici cette zone, d'accord, qui est ici. Enfin, c'est pas agrandi, hein, j'ai coupé en fait. Et on va mesurer, d'accord. En fait, on voit ici, j'ai pris, je l'ai mis en 2019, hein, par exemple, et je vois que c'est 0,4 cm
entre 2019 et 2020. Bon, on aurait pu faire aussi 2020-2021. Hein. C'était même mieux de faire 2020-2021 si on veut en 2020. Bon, c'est une approximation de toute façon. 0,4 cm multiplié par l'échelle, donc 0,2 unités astronomiques. Donc on voit bien que la vitesse est plus petite. Hein. On a bien dit que ça ralentissait. Du coup, on calcule pareil, 0,95 km par seconde avec la même méthode. Donc en fait, ce qui est important, c'est d'avoir défini une échelle et de faire les bonnes mesures. Donc qu'est-ce qu'il y a à retenir de tout ça là? C'est qu'une vitesse instantanée est en réalité une vitesse moyenne calculée sur un intervalle de temps suffisamment faible pour être considérée comme négligeable devant la durée totale du phénomène étudié. D'accord? Donc ça c'est ça. Pour calculer la vitesse, la valeur de la vitesse instantanée en un point, par exemple m5, d'un relevé de position, on utilise la formule, donc v5 vecteur. Les deux barres, c'est la norme, est égal à V5, on peut l'écrire aussi sans barre et sans flèche, V5, bah, c'est égal à la distance parcourue M5, M6, d'accord, divisé par la durée entre l'instant 6 et l'instant 5, T6 moins T5. Et pour qu'on puisse la qualifier de vitesse instantanée, vous avez compris que il faut que ce delta T là soit suffisamment petit par rapport à la durée totale du trajet. Pour tracer un vecteur vitesse instantanée, comment on fait? Donc ça, il y a le calcul, hein. On prend sa règle, on mesure, on calcule une vitesse moyenne quoi, sur des intervalles de temps très petits. Pour tracer un vecteur vitesse instantanée, alors on trace légèrement en crayon la droite passant par M4-M6, d'accord, M4-M6, voilà. Nous ce qui nous intéresse c'est M5, hein. Donc on prend celui d'avant, celui d'après. M4-M6, on va tracer une droite, on va tracer une droite parallèle, légèrement, enfin parallèle, passant par M5, d'accord, et ensuite on définira une échelle, d'accord, et on traduira la valeur ici par rapport à l'échelle et on reportera ici. On va regarder un petit peu plus près comment ça se passe. Exercice 8. Calculer la valeur V5 du vecteur vitesse V5 au point M5. Le point M5 est ici et il faut calculer la valeur V5. Alors, pour calculer la valeur V5, c'est ici une portion de la trajectoire, M5 c'est ici. Donc je prends par exemple M5, M6, voilà, et je mesure 3,5 cm. 3,5 cm. Ici on m'a donné une échelle, on dit que 1 cm sur le papier ça représente en réalité 20 cm. Donc j'utilise l'échelle, 3,5 cm sur le papier ça va me donner multiplié par 20 la vraie grandeur, 70 cm en vrai. D'accord, que j'écris en notation scientifique. Le delta t, le temps qui sépare les deux instants, là, il est donné dans l'énoncé. On nous dit que l'intervalle de temps entre deux positions, c'est delta t égale 100 millisecondes. Donc entre chaque point, il y a toujours 100 millisecondes. Donc 100 millisecondes, ça fait 10 puissance moins 1 seconde. Donc je calcule une vitesse moyenne, distance parcourue divisé par le temps qu'a mis ce mobile pour parcourir M5, M6. Ça me fait 7 mètres par seconde. D'accord, 7 mètres par seconde. Donc maintenant, on va construire sur le schéma le vecteur vitesse au point M5. Bon, on va utiliser la méthode qui nous était donnée tout à l'heure. On va tracer M4, M6. Je vais reporter la parallèle en débutant de M5. Et puis, on a vu que la vitesse, donc la vitesse c'était... non, la vitesse c'était 7 mètres par seconde, avec une échelle ici, 1 cm. D'accord, ça représente 1 mètre par seconde. Donc 7 mètres par seconde, ça va être représenté par 7 cm. C'est un petit calcul d'échelle. Et donc je fais un vecteur de 7 cm
d'accord, suivant la direction ici, M4, M6, et le sens, ben ça, dans ce sens-là, parce que le mobile il avance dans ce sens-là. Il y a quelque chose de super important, c'est que la vitesse instantanée au point M5, c'est toujours au point M5, au point M6, M7, ça sera toujours tangent en fait. Si on faisait la même chose ici, on ferait la droite ici, on reporterait la droite parallèle, et on aurait un vecteur qui est tangent. En fait, ça c'est une propriété. Le vecteur vitesse instantanée il est toujours tangent à la trajectoire au point considéré. Voilà. Enfin, pour terminer, on revient sur la comète. Petit c, donc construire sur le schéma de la comète le vecteur vitesse en position M2. On prendra alors pour échelle de la vitesse 1 cm sur le papier, représente en réalité 2 unités astronomiques par an. Alors, même principe, tout à l'heure on a calculé cette vitesse, elle était de 1,75 unités astronomiques par an. Si j'ai une échelle de 1 cm pour 2 unités astronomiques, par une simple règle de 3, on va trouver que cette vitesse doit correspondre sur le dessin à une norme de 0,88 cm. Bon là je l'ai fait à peu près. Donc c'est tangent, ça va dans ce sens-là, forcément, 87, 90, donc c'est par là. Le temps s'écoule dans ce sens-là. Et donc voilà, je fais juste un vecteur de 0,88 cm ici. Donc voilà, j'espère que la vidéo n'a pas été trop longue, mais qu'elle vous a permis de mieux comprendre les choses.